Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'inaugurer cette nouvelle formule des grands entretiens. Et donc, comme votre page Wikipédia a été supprimée, comme vous allez sûrement nous en parler, j'aimerais que du coup vous vous présentiez un peu aux lecteurs qui ne vous connaîtriez pas, votre parcours, où avez-vous débuté et comment en êtes-vous arrivé là? Ouais, écoutez, moi, j'ai débuté comme jeune journaliste spécialiste de l'informatique au Matin de Paris, où j'ai travaillé avec Sylvie Perdriel et Claude Perdriel, donc fondateur du Nouvel Observateur. Et lorsque Max Gallo a été nommé rédacteur en chef du Matin de Paris, qui était un grand quotidien français parisien, quasiment toute la rédaction a démissionné puisqu'il occupait les fonctions de secrétaire général de l'Élysée. Donc c'était devenu l'organe officiel du Parti socialiste. Et quelle année? Alors très bonne question. Je pense que c'est 1984 ou 1985. Et donc je me suis en tant que spécialiste de l'informatique, parce qu'à l'époque c'était vraiment quelque chose de naissant. C'était le début en fait de tout ce qui était micro-informatique, la grande révolution digitale. Du jour au lendemain, j'ai été pris au quotidien de Paris où je suis resté pendant 17 ans jusqu'à sa disparition. Voilà. Et ensuite j'étais rédacteur en chef de France Câble et Radio, donc c'était en parallèle du quotidien. Alors France Câble et Radio Missive, c'était le premier système Internet avant que ça s'appelle Internet. C'était tout ce qui était messagerie électronique via Minitel et surtout avec les échanges de grands systèmes. Par exemple, toute la messagerie de la BNP, toute la messagerie de Total, Elf, à l'époque Elf Aquitaine, qui était reliée par satellite sur des gros systèmes, ce qu'on appelait X400, etc. Et ensuite, j'étais directeur des opérations Internet Presse du groupe Le Monde Informatique, donc distributique, réseau et télécom, etc. Enfin bref, donc moi je suis très marqué par tout ce qui est informatique. Et puisque les banques sont les plus grandes consommatrices d'informatique, puisque je le dis toujours, la puissance d'une banque se mesure à sa puissance de calcul. La grande transformation bancaire, elle est parallèle en fait à l'arrivée de l'informatique. Pour le micro-trading, c'est ça? Non, je pense même pas à ça. Je pense simplement, si vous voulez, n'oubliez pas, au début, les grandes banques, elles avaient une armée d'aides comptables pour faire la balance des comptes. À partir du moment où vous avez les premiers systèmes informatiques qui sont arrivés, tous ces aides comptables, etc., ont été progressivement licenciés et remplacés par des ordinateurs de plus en plus puissants. Voilà. Et donc j'ai fréquenté le milieu bancaire de manière extrêmement régulière, je veux dire quasiment quotidienne. Donc je connaissais tous les grands patrons de banque de l'époque. Et c'est pour ça que quand j'ai vu avec l'affaire Kerviel que la Société Générale dit on a perdu 4 milliards mais on les a pas vu arriver, alors que les mecs, vous êtes à découvert de 100 euros, les mecs ils vont vous téléphoner, ils vont vous harceler pendant 3 jours pour que vous mettiez de l'argent sur votre compte, donc ils nous ont vraiment pris pour des crétins. Et en fait les 4 milliards de Kerviel ont servi à dissimuler leur perte de 2,5 milliards dans les subprimes, et en même temps grâce à Kerviel ils ont fait une super culbute. Voilà. Et c'est à ce moment-là j'ai vu qu'il y avait un sérieux problème. Donc ça c'était le 20 février 2008. J'ai vu qu'il y avait un sérieux problème dans le monde bancaire, puisque en même temps que la Société Générale, vous aviez une dizaine des plus grandes banques mondiales qui cherchaient à se recapitaliser. Et quand une banque cherche à se recapitaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est fauchée. Donc ça trahissait un problème gigantesque. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire la revue de presse internationale, à donner des informations que personne ne donne, même aujourd'hui d'ailleurs. Donc en quelle année avez-vous fondé votre maison d'édition? C'était pas tant... En fait, c'était avec un journaliste du quotidien, Henri Tricot, qui avait écrit un livre qui s'appelait Concorde, autopsie d'un crash. Et personne ne voulait publier ce livre, évidemment, parce que Air France faisait des menaces, et donc puisque personne n'osait publier ce livre, avec Henri Tricot, nous on a dit on va lancer une maison d'édition. Et à l'époque, enfin techniquement c'était Tricot qui devait piloter la maison d'édition. Moi j'étais
et malheureusement Henri est tombé gravement malade, hein, ce qui fait que je me suis retrouvé tout seul à gérer une maison d'édition naissante. Et depuis, elle a été c'était en 2006, 2006 je crois, 2007, elle a été prise par Madame Marie-Hélène Kervarec, qui aujourd'hui en assume la direction, et donc moi j'en assume la direction littéraire. D'accord, très bien. Pour revenir à votre passage au quotidien de Paris, si je ne me trompe pas, vous avez côtoyé Éric Zemmour durant votre... Ah oui, Eric et moi, on a été embauchés par Philippe Tesson à peut-être 15 jours d'intervalle. Donc on a grandi ensemble au quotidien de Paris, absolument. On a une question de notre adhérent Glethosen. Quelles étaient vos relations avec lui à l'époque et quelles sont-elles aujourd'hui ? Avec Eric, c'est-à-dire que déjà lui, il a toujours été très politique, hein. Il était au service politique. Moi, j'étais au service économie, donc déjà c'était des bureaux différents, donc on se croisait évidemment tous les jours à la conférence de rédaction. On a toujours eu des relations cordiales. Eric et moi, on avait travaillé sur des numéros spéciaux que je faisais sur l'informatique. On avait notamment, j'avais fait la disquette des élections présidentielles. On avait mis une disquette dans le journal. Avec un numéro spécial couleur, etc. Et on avait mis une disquette 5 pouces et demi. Et c'est Eric qui avait... alors sur cette disquette, il y avait une base de données de tous les candidats. Et on avait mis dedans tous les numéros de portables. Des téléphones portables à l'époque, vous savez, les gros Thomson, vous savez, avec l'antenne et tout, on se baladait avec ça, ça faisait 4 kilos. Donc on s'était bien amusé. Il y avait Dominique Jamais et Éric Zemmour qui m'avaient aidé à faire cette base de données. Ça a été un immense succès, puisque c'était le record du vente du quotidien de Paris à l'époque. Et puis maintenant, j'ai Éric de temps en temps au téléphone qui m'expliquait comment les juges avaient été soigneusement choisis pour le flinguer lors de ses procès. Voilà. Toujours très cordial. Donc avant d'aborder la partie actualité économie, j'aimerais qu'on revienne sur votre œuvre. Juste une chose, votre question était intéressante parce que on voit que Éric Zemmour de son côté en termes politiques et moi au niveau économique, en fait techniquement si vous regardez bien, on est les deux seuls journalistes, si vous voulez, à vraiment informer les gens. Peut-être qu'il y a un peu plus de journalistes politiques, mais c'est vrai que Eric dit des choses que les autres n'osent pas dire, hein, clairement. Et la même chose pour moi. C'est pour ça que tous ces canaux sont progressivement supprimés. France 2, RTL, il a été... Bien sûr. Et encore, RTL, ils ont vraiment fait le forcing pour le virer de là, mais le patron de RTL, il se dit, bon là, perdre des centaines de milliers d'auditeurs pour vendre ma pub, c'est pas évident, donc je préfère garder Zemmour, quitte à le garder une fois tous les 3 jours, quoi. Et vous regardez bien le choix du titre qu'ils ont mis sur son pour son émission. On n'est pas forcément d'accord. Hein. C'est bien se démarquer de ce que va dire Zemmour. Hein. Dans le genre, ça sent mauvais, quoi. Mais personne n'est dupe. Hein. Personne n'est dupe. Alors, donc vous comprenez pourquoi ma fiche Wikipédia a été parce que ils peuvent pas. Ils m'ont mis sur la liste des sites conspirationnistes. Je savais pas que le Washington Post, le New York Times, le Wall Street Journal, le Financial Times, les journaux allemands, le Bild, etc. étaient des journaux conspirationnistes, parce que moi je fais une revue de presse. Je suis parfaitement légitime pour ça. Mais bon, je suis un conspirationniste, hein, vous le savez bien. C'est pour ça qu'on vient vous voir. Oui, absolument. Voilà. Il y a des petits hommes verts, vous voyez, qui ont atterri là, juste dans la rue là. Donc je disais, avant d'aborder la partie actualité économie, on va parler de votre œuvre et de vos livres et de vos centres d'intérêt, notamment les Anges Gardiens. Vous avez publié un livre à succès sur les Anges Gardiens, donc j'aurais quelques questions à vous poser là-dessus. Et la première étant, comment avez-vous découvert l'existence de votre Ange Gardien ? En fait c'est à l'épisode, si vous voulez, de la balle, hein, sur l'autoroute. Le fait d'avoir vu le temps ralenti, de voir la balle arriver comme dans le film Matrix, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant que vous ne pouvez pas oublier. Vous savez aujourd'hui qui avait tiré cette balle ? Non, mais vous savez, aux États-Unis, c'est malheureusement très fréquent. Hein. Il y a suffisamment d'affaires je veux pas dire tous les ans, mais presque, où vous avez des tarés qui s'entraînent, ils sont tous armés là-bas, et ils s'entraînent à tirer sur des cibles mouvantes. Voilà. Donc les mecs, ils prennent
avec leur fusil à lunettes, ils prennent quelqu'un aussi pour s'entraîner sur une autoroute, une cible mouvante, et puis ils tirent à Los Angeles. C'était quand? C'était en 94-95. Il y a eu au moins 6 morts avant qu'ils arrivent à arrêter le mec. Il y a eu l'affaire de Washington il y a 8 ans, hein, où le mec avait fait un trou dans son coffre de voiture, il s'était installé dans son coffre de voiture et puis il tirait sur les gens. Et c'était le tireur de Washington, c'est ça? C'est ça, c'est le tireur de Washington. Donc il y a toujours une bande de tarés. Et à l'époque, la police dit bon, de toute façon, moi je me souviens, j'ai vu la balle arriver au ralenti, ça venait de cette direction-là, c'était très précis de l'autre côté de l'autoroute. C'est quelque chose qui est très marqué dans mon... Vous savez, c'est comme ces rêves très réels que vous n'oubliez jamais. Oui, parce qu'à vitesse réelle, vous n'aurez jamais pu avoir le réflexe de vous pencher. Impossible. C'est Idi Amin Dada, hein, vous savez, le maréchal, hein, qui a dit personne ne court aussi vite qu'une balle de fusil. Donc de là à voir une balle arriver au ralenti, déjà c'est énorme. Et puis je veux dire, la science vous dit que c'est pas possible, donc pourtant moi je l'ai vécu. Et en plus j'ai quelque chose pour le prouver, puisqu'à l'époque c'était une voiture de location. Et puis c'est CNN, c'est les journalistes de CNN qui ont retrouvé le cas, parce que j'avais porté plainte, parce que c'est une voiture de location. C'est ce que je dis toujours, les gens de CNN, ça leur posait un problème, parce que vous savez bien, les Américains sont marqués par l'assassinat de Kennedy. Hein, lui, il a pas vu la balle arriver, ou les balles, parce qu'il n'y en a eu pas qu'une. Voilà. Donc ça, et ils ont vu que mon cas était authentique, quoi. Moi, j'ai pas pensé à l'ange gardien sur le coup, hein, je vous le dis. Hein. C'est tout à fait par hasard que on m'avait demandé de faire un sujet pour. C'était Armel Elio à l'époque, qui était chef du service culture, qui m'avait demandé d'interroger les chefs de service des hôpitaux pour voir si avec les systèmes modernes de réanimation, qui étaient c'était les premiers systèmes, si vous voulez, qui étaient basés sur des microprocesseurs et qui permettaient en fait de mesurer des malades, vous savez, ou des opérés, d'informer tout de suite les infirmières si son cœur était en train de cesser de battre. Oui. Donc, et c'est comme ça que je suis tombé sur une première, ce qu'on appelle une expérience frontière de la mort, où la personne raconte qu'elle a tout vu ralenti, etc., qu'elle était au-dessus de son corps, machin. Et donc, je trouvais qu'il y avait quand même une correspondance très très intéressante. Et là où j'ai vraiment, où ça m'a vraiment intrigué, c'est puisque le quotidien du médecin appartenait à l'époque au quotidien de Paris, à Philippe Tesson, et dans la documentation du quotidien de Paris, du médecin, j'avais trouvé un cas absolument fascinant dans le journal. Alors c'est c'est un journal anglais qui s'appelait c'est le bulletin des ambulanciers et des médecins réanimateurs. Hein, donc c'est un truc assez vertical, comme on dit, très sexe. Et dans le cas où on avait une gamine de 10 ans dont les cheveux s'étaient pris dans un ventilateur de piscine, qui s'était noyée. Les ambulanciers l'avaient prise en charge, elle était déjà morte, hein, puisqu'il n'y avait pas de signes, tous les signes vitaux étaient à zéro. Et le médecin qui l'avait prise en charge, donc elle avait déjà 20 minutes de mort clinique, et le médecin qui l'avait prise en charge explique très bien qu'en fait, il l'a prise en charge parce qu'il n'y avait aucun cas qui arrivait derrière elle. Sinon, il l'aurait mise de côté, parce qu'ils sont obligés de faire un tri, hein, de celui qui a le plus de chances de survivre. Hein, voilà. Et donc c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire quelques opérations de réanimation. Et ils l'ont réanimée. Et la gamine a raconté comment elle était passée dans un tunnel, et elle a vu une dame très belle qui brillait comme une ampoule électrique. C'est qu'un enfant qui peut écrire ça comme ça. Elle lui demandait qui elle était. Elle lui a dit: je suis Elisabeth, je suis ton ange gardien. Et là, j'ai trouvé ça génial, parce que j'ai enfin une bonne nouvelle, quoi. Il y a des anges femmes, hein, alors que l'Église vous dit surtout, hein, les anges sont asexués, hein, ils ont, hein, rappelez-vous, c'est le siège de Constantinople, hein, pendant que les Arabes étaient là, étaient prêts à leur couper la tête et le reste, ils étaient en train de discuter du sexe des anges, quoi. Donc là, c'était une superbe, et c'est là où je me suis vraiment passionné pour les anges, et j'ai compris que ce que j'avais vécu était une intervention de ce qu'on appelle un ange gardien. Et j'ai voulu en savoir plus. Voilà. D'où ce livre dans lequel vous avez recueilli beaucoup de témoignages. Oui. Et pas des témoignages farfelus, des témoignages vous le dites, des pilotes de ligne, oui. Des militaires. Les militaires, vous savez, ceux qui sont le plus confrontés à la mort,
quotidiennement, ce sont les militaires, les policiers, les pompiers. Ce sont eux qui... et j'ai retrouvé paradoxalement 2 cas similaires aux miens. C'est un lecteur américain de mon livre anglais, enfin version anglaise, qui m'a transmis la une de Times Magazine de 1964 ou 66, je sais plus, la guerre du Vietnam, où un soldat américain explique qu'il a vu la balle arriver sur lui. Et vous avez un autre cas, c'est un Allemand, le bras droit de Rommel, le maréchal von Luck, qui raconte comment il s'est retrouvé nez à nez avec un soldat russe. Et c'était comme dans les westerns, si vous voulez, c'est le premier qui dégaine. Et von Luck raconte qu'il a d'un seul coup, il a tout vu au ralenti, et que c'était l'heure du russe qui était arrivé et pas la sienne. Et donc c'est lui qui l'a dézingué. Non mais c'est très intéressant, c'est vraiment très très intéressant. Vous savez, moi je discute très souvent, j'ai beaucoup de policiers par exemple du GIGN ou du GIPN, etc. Qui m'écrivent parce que là où ils ont ce genre d'expérience, c'est pas tant en intervention, c'est surtout à l'entraînement. Parce qu'ils ont un entraînement extrêmement difficile et parfois ils sortent de leur corps. J'ai notamment un gendarme, un policier du GIPN qui m'a raconté son expérience. D'autres policiers de brigades d'intervention, la BAC, des militaires également, beaucoup de militaires. Enfin bref, c'est très commun. Le pompier aussi. C'est très commun. C'est ces professions-là qui sont les plus à même en fait à vivre ce genre d'expérience. Et tous savent il y a quelque chose au-dessus, quoi. C'est évident. Ils le disent. On sent. Quelle est l'action, le rôle de nos anges gardiens dans notre quotidien? Comment les ressent-on? Comment agissent-ils? Écoutez, ils agissent de manière... vous savez... déjà, il faut ouvrir la porte. Il faut ouvrir la porte, c'est-à-dire discuter avec votre ange gardien. Votre ange, si vous discutez jamais avec votre ange gardien... il n'a pas la liberté d'intervenir parce que c'est notre libre arbitre à nous qui décide du fait qu'un ange va pouvoir entre guillemets intervenir dans votre vie. Et encore, ils le font de manière mesurée parce qu'il est hors de question qu'il vous transforme en marionnette. Vous comprenez? C'est très important. Dans mon livre, vous avez tous les cas qui sont détaillés. Vous pouvez très bien entendre une voix dans votre tête. Vous avez plein d'exemples dans le livre. Le plus bel exemple, c'est Jeanne d'Arc quand même, c'est pas rien. Vous avez... Vous pensez que Jeanne d'Arc, c'est son ange qui lui parlait? Elle l'a dit. C'est pas par hasard qu'elle a mis 2 anges sur son oriflamme. N'oubliez jamais ça. À ce sujet, le général Patton a vécu 2 expériences aux frontières de la mort. Vous l'avez sur mon site, vous pouvez le voir. Il le raconte dans ses mémoires. La première fois, c'était pendant la Première Guerre mondiale à Saint-Michel, justement. Saint-Michel, à côté de Verdun. Et la deuxième fois, c'était à cause d'une chute de cheval dans l'île de Hawaï, à cause d'une septicémie qui était déclarée. Il s'était pas rendu compte qu'il s'était empoisonné. Et il raconte comment il a vécu toutes ses vies passées même. Il raconte qu'il a toujours été un soldat, qu'il était... il a vécu une dizaine de vies passées, toujours militaire et toujours à pourfendre. Et à l'époque, il parlait de son expérience frontière de la mort, personne ne savait ce que c'était. Il en parlait au général Bradley, par exemple. Il en parlait ouvertement. Alors c'était quelqu'un qui était fondamentalement extrêmement croyant. C'est même le seul général qu'on connaît qui a demandé à toute sa troupe, toute son armée, c'est la 3e armée, de réciter une prière pour qu'il fasse beau lors de la... Alors je sais plus si les Ardennes ou Bastogne ou je sais plus quelle bataille, mais que les nuages se dégagent pour qu'ils puissent attaquer les Allemands et les raser du paysage. C'est vraiment très très intéressant. Il n'y a pas une journée où il ne lisait pas. Il se déplaçait tout le temps avec 200 livres avec lui. Et tous les matins, il lisait le Nouveau Testament. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres exemples de personnages historiques qui auraient été guidés par leur ange, comme Jeanne d'Arc par exemple? Écoutez, il y en a pas mal, mais si vous voulez, le sujet en général est un sujet assez intime. Vous avez Socrate, Platon qui parlent de leur daimon, parce que daimon c'est l'ange, cette voix intérieure. Vous avez beaucoup d'artistes qui vous parlent, Serge Gainsbourg,
parle souvent de... Enfin, à l'époque, il disait il entendait une voix ou il entendait les mélodies. Les peintres, très souvent, sont guidés. Très souvent, vous voyez ça chez les artistes, parce que les artistes n'hésitent pas une seule seconde à peindre les anges, l'orange, etc. En ce qui concerne... j'ai par exemple le comte de Paris, qui est vraiment un personnage historique, lui tout seul, hein, et qui est vivant, qui m'a raconté que lui-même sentait la présence de son ange parfois. Moi-même, je l'ai ressenti hein, à plusieurs, à différents niveaux. Il m'a sauvé d'une mort certaine, pas qu'une fois, on va dire. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de... mais c'est très souvent les militaires. Les militaires qui disent avoir des intuitions absolument phénoménales. Par exemple, Alexandre le Grand, lui, il suivait systématiquement son aigle. C'est-à-dire qu'il prenait, si vous voulez, les aigles, si vous voulez, c'est un peu l'ange, on va dire. Hein. Là, c'était l'aigle. Et il suivait toujours ce qu'on appelle les augures. Hein, n'oubliez pas, les Romains, César ne partait pas, ne décidait pas de partir en guerre si les augures étaient mauvais. Hein. Donc il y a toujours une relation très forte en termes de spiritualité. On peut dire que les grands personnages effectivement avaient prêté leur oreille à ce qu'on appelle l'invisible, même si pour certains c'est invisible et visible ou du moins audible. Hein. Et les synchronicités sont les choses. Tous mes lecteurs me disent qu'à partir du moment où ils se mettent à discuter avec leur ange gardien, ils rentrent dans des synchronicités absolument incroyables, au point que, comme moi, je le raconte au début du livre, hein, pensaient devenir fou. Ça rassure beaucoup de gens de lire le livre. Bah, ça a ouvert une porte absolument phénoménale, parce que ça a validé quelque chose que à l'époque on pensait. Moi, je pense notamment à ce pilote d'Air France qui m'a raconté avoir entendu une voix comme quoi il ne devait pas atterrir sur la piste qu'on lui avait indiquée, c'est-à-dire un 747, hein, c'est pas rien, parce que c'était pas la bonne voie. Vous voyez ? Donc, ce qui ouvre des questions encore plus intéressantes. J'en parle dans le livre sur le fait que quand vous avez un accident d'avion, par exemple, c'est calculé. Quand j'ai fait ma tournée aux États-Unis, par exemple, j'étais interviewé sur une cinquantaine de radios. Il y a notamment, je me souviens d'un cadre de ce qu'on appelle ces bureaux enquête accident. Je me souviens plus comment ça s'appelle en anglais. Enfin, c'est l'équivalent du bureau enquête accident aéronautique. Et il disait que eux, ils ont vu que lorsqu'il y avait des avions qui allaient se crasher, le taux d'annulation de dernière minute des voyageurs était en hausse de 200 ou 300%. Ah oui, il y a des intuitions inexplicables. Absolument. Il y en a même plein. Vous savez, Kennedy, si vous regardez les mémoires de Kennedy, du personnel, tous ceux qui étaient autour de Kennedy, disent tous que il avait toujours le sentiment qu'il ne vivrait pas vieux. Il avait ce sentiment et qu'il devait vraiment profiter de la vie au maximum. Donc pour lui, profiter de la vie, c'était avoir à peu près 50 maîtresses en même temps. En même temps que sa femme, je précise. Donc on a une question d'un autre adhérent, Isdrus, parce que vous nous expliquez que l'Église a relégué les anges au second plan, donc il vous demande... C'est pas au second plan, c'est au dernier plan. Au quatrième, cinquième... Ouais. Donc pourquoi et par quels moyens l'Église les a-t-elle aujourd'hui relégués au xème plan ? Bah, vous savez, le pape, je crois que c'est Paul VI qui avait dit on sent les fumées de Satan au sein du Vatican. Ça, c'était dans les années 70. Le Vatican II est un résultat, pour moi, du moins. Vous savez, n'oubliez pas, le diable, le démon, Lucifer, c'est un ange. Hein, c'est même un archange. Donc, ils ont les mêmes qualités hein, que les anges. Certains appellent ça le voisin du dessous. Et donc, ils ont pris le contrôle du Vatican II et le résultat de ça. Alors, si vous regardez dans le détail Vatican II, les grandes modifications de Vatican II, qu'est-ce que c'est ? C'est supprimer la fête de Saint-Gabriel, qui était au 24 mars. D'accord ? C'est supprimé. Donc avant c'était des messes qui étaient données chaque année pour Saint Gabriel. Ils ont viré Saint Raphaël qui était, si mes souvenirs sont bons, au mois d'octobre. Ils ont tout regroupé au 29 septembre en même temps que la fête de Saint Michel, par exemple.
D'accord ? Et bien entendu, ils ont surtout viré la fête des anges gardiens qui était au 2 octobre. Et ils l'ont remplacé par quoi ? En France notamment, ils l'ont remplacé par Saint-Léger. Si vous prenez votre agenda, si moi je regarde dans mon agenda, vous avez les saints qui sont marqués. Au 2 octobre, pour moi, il y a Saint-Léger. C'est ce qu'il y a de marqué. Il n'y a pas marqué fête des anges gardiens. Donc depuis 1968 ou 69, ce sont des millions de messes qu'ils ont enlevées dans le monde entier, qui donnaient de la force, on va dire, à tous ces anges, et du moins surtout qui permettaient aux gens de ne jamais oublier leur ange gardien. Ou les anges, de fêter les anges, tout simplement. C'est extrêmement pernicieux. Ensuite, n'oubliez pas, ils ont viré, ça c'est très important, c'est même encore plus important à mon sens, ils ont viré la prière à Saint-Michel à la fin de la messe. La messe avant Vatican II, à la fin, vous aviez une prière à Saint-Michel pour qu'il protège l'Église, etc., pour qu'il nous protège, vous protège, vos spectateurs, de tout mal, et ainsi de suite. Moi, je me souviens à Saint-Mexan, par exemple, il y avait une messe on présentait les élèves au Christ. À l'église, il y a une messe. Ça m'étonnerait qu'ils fassent encore ça aujourd'hui, par exemple. Je sais pas si à Couette à Saint-Cyr, par exemple, ils font cette messe, mais j'imagine que s'ils ont des élèves musulmans, ils vont hurler. On va dire non, c'est la laïcité, ça devrait être interdit. C'est le gouvernement français. Saint-Cyr, Saint-Mexan sont des écoles laïques et pas du tout. Et ça devrait être interdit. Voilà. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir vu ça. Tout ça, c'est, vous savez, le diable, comme dit Blightmaster, se cache dans les détails, et ça, ce sont des détails très précis. Et ensuite, vous avez la dernière prière qui a été, alors là, ça fait l'objet de discussions, ne plus en finir au sein de Vatican II, avec Ratzinger, justement. Ratzinger s'était présenté, avait participé à Vatican II, vous savez comment ? Il venait habillé en civil, et il venait avec son amant. Vous savez, à Rome, pendant qu'il était, les Romains l'appelaient Josepha. Joseph. Parce que Joseph, c'est son prénom, il l'appelait Josepha. Il ne se cachait pas. Vous savez, cette église, elle est pourrie jusqu'à l'os. Donc, vous savez ce que j'en pense. Vous pensez que c'est Lucifer, donc l'archange déchu, et les anges qui ont suivi Lucifer dans sa contestation du projet de Dieu, qui auraient pris le contrôle du Vatican. Absolument. Et en auraient profité pour mettre dans l'ombre leurs ennemis, c'est-à-dire les anges du Bien sûr, vous avez quelqu'un qui raconte ça très bien, c'est un grand écrivain, un peu pédophile sur les bords, même beaucoup, c'est Roger Pierrefitte. Il raconte ça dans un livre absolument remarquable qui s'appelle Les Clés de Saint-Pierre. C'était publié en 69, 70, je sais plus, mais il raconte ça très bien. Il raconte notamment comment ils avaient essayé, un certain nombre de prêtres lucifériens, on va dire, ils ont essayé de consacrer Saint-Pierre de Rome à Lucifer. C'est pas par hasard, si vous voulez, que vous avez toutes ces histoires de pédophilie en ce moment. Tout ça, c'est cette génération qui est entrée dans l'église Vatican, juste après, au moment de Vatican II. C'est pas du tout par hasard. C'est ce que dit exactement l'Apocalypse de Jean, enfin le texte de Jean. À cause de tes fornications, tu vas tomber. C'est ce que j'explique dans mon livre 777. N'oubliez pas, je suis le seul journaliste, enfin le seul à avoir prédit que Benoît XVI se fera éjecter du Vatican. Je précise et j'insiste lourdement là-dessus. Je l'ai dit un an, jour pour jour avant, et je l'avais dit, écrit même dans le livre 777. Si mon interprétation du texte de Jean est exacte, Benoît XVI se fera éjecter. Voilà. Vous avez écrit également une biographie de l'ange Gabriel. Oui. Comment en vient-on à écrire et comment écrit-on la biographie d'un ange ? Par recoupement. Par exemple, moi je suis un homme du livre, des livres. Comme vous voyez, je suis environné il y a des livres sur le plafond ici. Et quand j'ai travaillé sur les anges, vous savez, il y a l'un de mes lecteurs, je me souviens, c'était au salon de Nancy, il m'a dit, j'ai regardé combien de livres vous citiez dans Enquête sur l'existence des anges gardiens, et je sais plus quel est le chiffre, mais je crois qu'il m'a donné 400 ou 600. Donc je suis un lecteur, je suis un dévoreur de livres, je suis un rat de bibliothèque. Et en tant que rat de bibliothèque, j'ai vu que il y avait à peu près 200 ou 300 livres consacrés à Saint-Michel, et aucun à Gabriel. Aucun, strictement aucun.
sauf des conneries d'un genre channeling, l'ange Gabriel m'a parlé, machin, c'est des conneries. C'est surtout du côté des anglo-saxons. Mais si vous regardez, si vous interrogez toutes les bibliothèques, notamment en Amérique du Sud, vous regardez à la grande bibliothèque anglaise de Londres, à la Bibliothèque nationale de France, etc., vous avez rien sur Gabriel. Sauf des trucs écrits par un curé, des trucs qui n'ont aucun intérêt. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, personne n'écrit sur Gabriel, donc je veux m'y intéresser, je veux savoir pourquoi. Et c'est la même logique qui m'a conduit à m'intéresser à Blythe Masters, à la banquière. Personne ne parle d'elle, pourquoi? Alors que c'est elle a déclenché la plus grande crise mondiale de l'univers même. C'est du jamais vu. Et rien sur elle. Pourquoi? Voilà, donc ces deux livres-là, et en fait, je me suis rendu compte que Gabriel était hyper sexuel. Quand je dis sexuel, c'est pas mais qu'il est affecté, on va dire, tout ce qui concerne la reproduction divine. Voilà. Et donc, et je montre qu'en fait, il était déjà là chez les Sumériens, où il était le gardien d'un jardin de la déesse Ninursag. Très intéressant. Vous voyez, Gabre, c'est le gouverneur. Gabre, l'origine de Gabriel, c'est la racine sumérienne, c'est gouverner. Gabre. Donc, et je suis parti donc de ces racines sumériennes et j'ai remonté le fil du temps jusqu'à nos jours. C'était vraiment très très intéressant. Pour moi, c'était extraordinaire comme travail de documentation, de partir à la recherche d'un archange. Et je peux vous dire que quand j'ai pensé que le livre était terminé, je me souviens très bien, j'avais fait un rêve très clair où j'entendais une voix simplement qui me disait cherche-moi du côté de l'Australie. Et j'ai cherché donc une sorte d'apparition de Gabriel, l'archange Gabriel en Australie, et j'ai rien trouvé. Au bout de 2 mois, j'ai rien trouvé. Et au moment où j'allais abandonner mes recherches, vraiment au dernier moment, j'ai fait une découverte tout à fait intéressante, qu'il y a eu une apparition de l'archange Gabriel dans une tribu d'anthropophages en Nouvelle-Zélande. Et donc vous voyez que ce que j'ai entendu dans mon rêve, moi sur le coup j'ai pas percuté, j'avais retenu Australie, mais en fait du côté de l'Australie. La Nouvelle-Zélande c'est à côté de l'Australie, c'est pas l'Australie. Donc vous voyez les anges ne vous donnent jamais un truc tout cuit. Ils peuvent vous orienter légèrement, mais c'est tout. Mais c'est à vous de faire le travail. Donc, vous nous parlez de votre recherche par rapport au texte sumérien. Justement, vous avez écrit un autre livre qui s'appelle Le mensonge universel. Ouais. Dans ce livre, vous dénoncez un plagiat, celui des textes sumériens par les Hébreux, pour rédiger la Genèse et, donc, dites-vous, culpabiliser l'humain par rapport à sa nullité, sa sexualité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, bah, vous savez, il y a une vidéo je fais une vidéo sur le livre, vos spectateurs pour la voir, parce que elle est assez complexe et explicative. Si vous voulez, toute la partie de grâce à Gabriel, en fait, je me suis passionné pour la littérature sumérienne. Je trouvais ça magnifique, je trouvais ça extraordinaire. C'était une porte ouverte, littéralement un monde qu'on ne peut même pas concevoir, un monde où le temps n'existait pas, où la mesure du temps était différente, où l'argent n'existait pas. Et de voir ces textes où des déesses interviennent, où ils prennent de l'argile pour créer les hommes, etc. Mais je trouve c'est formidable. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait un texte qui était vraiment typiquement celui de la Genèse, et en fait, je me suis rendu compte que tous les sumérologues le savaient pertinemment, mais qu'ils n'osaient pas en parler, de peur de perdre tous les financements de leur recherche dans les universités. C'est le cas notamment de Kramer. Et donc du coup, j'en ai fait un livre, ça s'appelle Le mensonge universel. Et je le dis à vos spectateurs, vous pouvez aller la voir, cette tablette se trouve au Louvre. Et il n'y a aucune explication dessus. On vous dit simplement il y a qu'une Ninursag, c'est tout. Alors que c'est exactement le texte de la Genèse, de Adam et Ève dans le jardin, avec la pomme empoisonnée, etc. En fait, c'est une mauvaise traduction d'un conte biblique, c'est une mauvaise traduction du rédacteur de la Genèse, mais vraiment très mauvaise traduction. Parce que dans le texte sumérien,
le dieu s'empoisonne parce qu'il mange effectivement quelque chose qu'il ne devrait pas, et en fait, au final, c'est la déesse qui le guérit. Elle le guérit en lui faisant l'amour. Et les Sumériens décrivent très précisément la position, même dans laquelle elle le guérit. C'est très intéressant. Et le dieu consomme cette pomme, on va dire, je résume, parce qu'il a un conseiller à côté de lui qui lui dit goûte, vas-y, mange. Et donc ce conseiller s'est transformé dans le texte biblique hébreu. J'avais un ami qui me disait les Hébreux, ils n'ont pas emporté que la vaisselle quand ils ont quitté Babylone et toute cette partie quand ils ont été mis en esclavage. C'est le livre de Daniel, par exemple. Vous n'avez fait que finalement voir des similitudes, mais est-ce que vous avez une preuve concrète de plagiat parce que... Bien sûr, non, attendez, je vous arrête tout de suite. Le père de Genouillac, qui travaillait pour le Vatican, a été le premier à avoir vu cette tablette, et sa déclaration avec les chercheurs de l'époque, il disait mais c'est le texte original. Il le dit, je suis pas le seul à l'avoir dit. C'est moi, je suis le seul à oser le dire, en faire... effectivement, à le dire aux gens, mais attendez, moi j'en ai marre de cette culpabilisation de la sexualité dont nos parents, nos grands-parents ont été victimes, et surtout les femmes ont été victimes. Moi je vous rappelle que il n'y a pas si longtemps à l'Assemblée nationale, pour le texte de vote sur l'avortement, je ne sais plus combien de députés qui avaient dit non, on votera pas parce que dans la Bible il est marqué tu dois accoucher dans la douleur. Oui. C'est aberrant. C'est des aberrations. Reprenez le livre, lisez-le. Le père de Genouillac. Vous savez, le Vatican avait tout un tas de linguistes extraordinaires, des universitaires. J'avais travaillé notamment avec Joseph Milik. Joseph Milik a été le grand découvreur des manuscrits de la Mer Morte. Je vous signale que c'est lui qui les a déchiffrés, en grande partie. Il m'a expliqué, c'est le résultat de mon livre, il y a une interview de lui dans mon livre de Enoch, dialogue avec Dieu et les anges. Puisque Enoch raconte également qu'une partie des anges ont quitté Dieu et sont descendus sur terre pour s'unir avec les femmes. Faut pas jamais oublier. Ça c'est vous voyez, ça c'est une partie qui est très intéressante. Et Jésus citait le livre d'Enoch très souvent, puisqu'on a à peu près 70 passages du Nouveau Testament qui sont dans le livre d'Enoch. Et grâce au manuscrit de la Mer Morte, on a la preuve que c'est un livre qui a été écrit minimum 300 ans avant Jésus-Christ. Pour moi, je le montre dans le livre, c'est beaucoup plus ancien que ça. Est-ce qu'on peut pas émettre également l'hypothèse qu'il existerait une vérité universelle, une tradition primordiale, comme dirait René Guénon, qui existerait chez toutes les traditions et qui aboutirait aux mêmes vérités? Oui, j'aurais tendance à être d'accord, notamment, je pense, si vous voulez... Il n'y a pas forcément de plagiat, Ah non, là il y a plagiat. Non, là il y a plagiat. Là il y a plagiat, la plagiat pur et dur. Là c'est, pour moi c'est incontestable. Je veux dire, tous les lecteurs qui ont lu sont, surtout les femmes, parce que les femmes sont les plus grandes lectrices de ce livre. Là c'est du plagiat. En revanche, il y a des similitudes absolument extraordinaires entre l'histoire des dieux sumériens, par exemple, et les Grecs. Si vous prenez les Grecs, par exemple, vous prenez Athéna et Zeus qui ont pris de l'argile, comme le racontent les Sumériens, pour fabriquer l'être humain. C'est très intéressant. Il y a beaucoup plus moi, je trouve que la mythologie sumérienne et grecque est infiniment plus intéressante que ce que nous racontent les textes juifs. Les textes juifs, je les mets à la poubelle. Ça vaut rien pour moi. Enfin, je parle des textes de la Genèse du début. On sait, par exemple, vous avez un livre qui est sorti justement d'un grand spécialiste de tout ce qui est sumer, qui montre que l'histoire du déluge, c'est aussi un texte sumérien, beaucoup plus précis. Vous l'avez également dans les textes grecs. Je fais une différence très nette entre Nouveau Testament et Ancien Testament, alors très nette. J'aurais voulu vous poser une question un peu personnelle. Est-ce que vous vous définissez comme catholique? Je me définis catholique, peut-être pas. Ça serait plutôt orthodoxe. Orthodoxe. Mon père est orthodoxe. Mon père orthodoxe, ma mère catholique. Et j'avais une nourrice juive. Donc j'ai tété le sein d'une juive. Donc je sais que
ça a fait un scandale, je sais beaucoup sur internet, Jova est juif, etc. Donc c'est intéressant. Bah oui, j'ai récité un kaddish pour ma nourrice, ça les emmerde, mais tant pis. C'est, vous savez, la spiritualité, il faut comprendre que la prière et la spiritualité, c'est quelque chose de très puissant, qui fonctionne. C'est ça qui fascine vous savez, beaucoup de mes lecteurs qui sont des traders, des banquiers, des financiers, etc. Et ils sont complètement fascinés par le fait que je puisse parler de spiritualité ou d'ange gardien et que je sois le seul en France à donner des informations économiques à l'avance, puisque j'ai annoncé l'explosion de Wall Street avant qu'elle se produise. Je vous le rappelle, l'explosion de Wall Street s'est produite le 29 septembre 2008, fête des archanges, avec le fameux moins 777,7. Ce qui m'a permis justement de me pencher sur le texte de l'Apocalypse de Jean. Voilà. La prière, c'est quelque chose de très important, et les rituels pour les défunts sont extrêmement puissants. C'est-à-dire que oui, vous pouvez prier pour quelqu'un qui est mort, vous pouvez y mettre le rituel chrétien, vous pouvez mettre le rituel orthodoxe, vous pouvez mettre le rituel juif et vous pouvez mettre le rituel musulman. L'énergie spirituelle que nous on donne à un défunt lui permet de se sentir mieux de l'autre côté. Parce que la bonne nouvelle de tout ça, c'est que personne ne meurt. Voilà. On change de dimension, c'est tout. C'est pas par hasard que Saint-Pierre a 2 clés avec lui, hein. N'oubliez jamais ça. Il a 2 clés avec lui. Il a une clé en or et une clé en argent. Les petits et les grands mystères, c'est ça? Non, pas du tout. C'est la porte. Parce que n'oubliez pas, c'est Pierre qui décide qui va aller en enfer, qui va aller au purgatoire et qui va aller au paradis. Donc c'est la clé de l'entrée terrestre et la clé du paradis qui est en or. Vous avez évoqué le 29 septembre, donc fête des anges ou des archanges? Techniquement, non. C'est la fête des archanges. C'est la fête des archanges, c'est Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël. Vous savez, moi j'ai été invité par les transmetteurs de l'armée française à la grande fête Saint-Patron. Saint-Gabriel. Bien sûr, c'est le saint patron des transmetteurs. Non mais moi je suis très attaché à ces symboles. N'oubliez pas, dans l'armée américaine, leur saint patron c'est Hermès. Enfin, leur symbole. Mais Hermès c'est qui? C'est le messager de Zeus. C'est un transmetteur de messages. Gabriel est un transmetteur de messages. Très important. Qu'est-ce que je fais? Je transmets des messages en tant que journaliste. Ma mère, c'est marrant, ma mère me voyait, elle avait une vision, elle était pas si loin de là, elle voulait que je sois facteur. Elle s'était pas trompée de loin. Je délivre des messages, mais d'une autre dimension, on va dire ça comme ça, d'une autre formule, on va dire. Donc là, vous êtes devant votre télé et il y a la clôture du Dow Jones qui s'arrête sur moins 777,7. Et là, ça vous fait un déclic, vous décidez de creuser et de vous intéresser à l'Apocalypse de Jean. Absolument. Et de là, vous remarquez beaucoup de similitudes entre notre époque, la chute, vous prédisez la chute de Wall Street, bon, c'est arrivé, la chute du Vatican. Et, vous voyez beaucoup de similitudes entre ce texte et notre époque. Selon vous, quels sont les indices forts qui permettent d'affirmer que nous vivons dans ce qu'a décrit Jean? Tout est dans mon livre 666. Vous avez dans l'Apocalypse de Jean, vous avez un marqueur très précis, qui est devenu universel quasiment, du moins dans notre monde occidental. C'est 666. C'est le passage où il dit et personne ne pourra vendre ni acheter sans qu'il soit marqué par le nombre de la bête. Et c'est le nombre en plus tout de suite derrière, il dit ce nombre, c'est le nombre d'un homme, c'est 666. Voilà. Donc vous avez toute une tradition luciférienne, diabolique, satanique, etc. Tous les films d'horreur, 666, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, tout le monde le sait. Mais quand je me suis penché sur le texte, je me suis rendu compte, j'ai été à la Bibliothèque nationale, j'ai également acheté tous les livres en anglais sur l'interprétation de l'Apocalypse de Jean. C'était du n'importe quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Il n'y avait pas de pour l'un, c'était un truc, mais personne n'arrivait à donner quelque chose d'homogène, enfin logique, on va dire logique.
du moins que je puisse comprendre. Hein. Je suis pas théologien, j'en ai rien à foutre, et j'estime qu'on n'a pas besoin d'être théologien ni de faire 7 ans d'études simplement pour avoir la foi. Hein. Moi, j'ai vraiment ce qu'on appelle la foi du charbonnier. Et mes pires ennemis, justement, sont les théologiens, vous remarquerez. Donc, le marqueur dans le texte de Jean, il dit, vous ne pouvez ni vendre ni acheter si vous n'êtes pas marqué par le nombre de. Hein, le nombre de quelque chose. Voilà. Et donc, je me suis penché sur l'histoire monétaire, et je me suis rendu compte qu'en fait, on ne peut acheter ni vendre quelque chose, ou simplement être payé, que depuis 1976. Voilà. Sans les banques. Voilà. C'est où la loi est passée, où vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire pour toucher votre salaire. Aujourd'hui, c'est pas vous qui touchez votre salaire en premier, c'est votre banquier, hein, je vous le rappelle. Hein. Alors qu'il faut quand même le savoir, dans les années 60, votre grand-mère était payée toutes les semaines. Toutes les semaines. Pas en fin de mois. Toutes les semaines. Et vous aviez une armée de comptables, de vendredi, les gens touchaient leur paye, hein, en liquide. Personne n'avait il y a que les gens très très riches qui avaient un compte bancaire. Ne l'oubliez jamais. Le grand scandale des années 74-75, c'est la fameuse affiche de la BNP, votre argent m'intéresse. Avec un mec, genre sourire de rapace, vous voyez, votre argent m'intéresse. Vous avez toute une campagne du Crédit Agricole, de la BNP, du Crédit Lyonnais, venez déposer votre argent chez nous, le chéquier est gratuit, etc. Hein, ne l'oubliez pas. C'est à partir de là. Et dans tous les autres pays, pas que la France. Hein, aux États-Unis, c'est la même chose. Vous parlez également de l'hydre à 7 têtes. Et pour vous, c'est les présidents américains. C'est pas pour moi. Là, vous avez un deuxième marqueur. Le deuxième marqueur, c'est le 666. Il dit très précisément. Jean, à son époque, n'avait qu'un seul texte spirituel à sa disposition, un seul. Hein, le Nouveau Testament n'existait pas puisque lui-même était en train de le faire. Donc le seul texte qu'il avait, c'est ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament. Le seul endroit où vous avez un 666, c'est un endroit qui décrit un système financier d'entrée et de sortie de taxes. Hein, et c'est le roi Salomon. Hein, c'est la reine de Saba qui rend une visite diplomatique au roi Salomon, et elle s'extasie parce que tous les sujets du roi Salomon sont heureux, et que son excédent commercial en fin de chaque année est elle le dit, il lui reste 666 talents d'or. Hein, voilà, ce qui veut dire que son excédent financier est de 3 tonnes d'or, grosso modo. Voilà, il est au standard or. Voilà. Et je montre dans le livre 666 pourquoi, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous raconter le livre de 350 ou 400 pages, mais je peux vous dire que tous les lecteurs qui l'ont lu, et là il y en a quand même c'est extraordinaire le nombre le succès de ce livre, et ils me disent, monsieur Jovanovic, vous avez entièrement raison, et qui plus est, les faits vous donnent raison. Et de toute façon, si vous voulez, c'est comme une équation des inconnus. À partir du moment où vous avez identifié une inconnue, en l'occurrence Benoît XVI, ça montre que l'autre partie de mon analyse est juste. Hein, j'ai pas la prétention d'avoir analysé d'avoir décrypté tout le texte de Jean, mais ces passages-là, oui, c'est très net. D'ailleurs, vous le voyez en ce moment, tout est en train de s'effondrer autour de nous. Si vous voulez qu'on parle d'un livre que j'ai lu, mais que vous n'avez pas écrit mais édité, on peut parler du principe de Lucifer, alors, si ça vous intéresse. Oui, bien sûr. J'avais quelques questions à vous poser là-dessus. Le principe de Lucifer, oui, pour moi, c'est l'un des plus grands livres qui ait jamais été écrit. Je vais vous demander qu'est-ce que vous avez ressenti justement quand vous l'avez lu, parce que ça a marqué beaucoup de gens, ce livre. Bah, le principe de Lucifer, je l'ai lu quand il est sorti donc en anglais. Et quand je me souviens, enfin, j'ai voulu l'acheter. Je me suis dit, tiens, c'est évident que ce livre était traduit, donc j'ai voulu l'offrir parce que pour moi, c'était un livre dans mon hit parade, si vous voulez, sur tous les livres, des dizaines de milliers de livres que j'ai lus, c'est incontestablement, il est dans les 5 premiers. Et le principe de Lucifer, c'est et quand j'ai vu qu'il n'était pas publié en français, j'ai acheté les droits. Et donc on l'a publié au Jardin des Livres. Et c'est un immense succès, c'est clair. C'est un livre quand vous lisez ça, vous êtes plus jamais le même, quoi. On a une vision
Aujourd'hui, les Français, l'Europe en règle générale est marquée par la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Hein, l'homme est gentil, c'est la société qui le rend méchant. Hein, ouais. En fait, Bloom montre exactement le contraire. Voilà. Il nous enlève les lunettes fausses qu'on nous met sur le nez pour nous montrer la réalité telle qu'elle est, de la cour de récré. Et tous vos spectateurs ont vécu les cours de récré, hein, du début jusqu'à la fin. La violence qui règne dans les cours de récré, hein, c'est pas innocent. Et donc Bloom part à partir de là et montre de manière biologique que c'est quelque chose que le système humain, les relations humaines sont basées sur ce qu'il appelle le principe de Lucifer. Alors c'est pas du tout un livre de magie noire, hein, c'est un livre de biologie comportementale. C'est extraordinaire. C'est tout à fait extraordinaire. Justement, Howard Bloom, il est dans une démarche athée, purement évolutionniste et biologique, mais il emploie quand même le mot Lucifer. Donc, est-ce qu'on peut comprendre par là que les mécanismes qu'il décrit, c'est-à-dire nos pulsions animales, nos instincts primaires, est-ce qu'ils sont les moyens par lesquels on peut dire que Lucifer, le diable, nous manipule et nous attire à lui ? Si on veut transformer sa vision athée en... Ça, c'est votre approche, on va dire, de pensée chrétienne, catholique, hein, du moins c'est ce qu'on nous a... du fait que j'ai lu énormément de littérature sumérienne, pour moi la mythologie sumérienne donne une explication très nette. Dans la mythologie sumérienne, ou même grecque, hein, vous voyez les dieux qui décident de créer les humains, nous en l'occurrence, pour être leurs esclaves, pour aller chercher de l'or, pour aller creuser dans les mines, hein, voilà. Et donc ils prennent il y a une scène où ils prennent de l'argile, donc ils modèlent l'être humain, mais il faut quelque chose pour l'animer. Et en fait, ils ont parmi eux un dieu mauvais. Et donc ils décident de le tuer parce qu'ils ont marre qu'ils mettent le chaos dans leur monde. Donc ils le tuent. Mais ils se rendent compte que en fait il faut du sang. Donc ils prennent le sang de ce dieu qui est mauvais et ils le mettent dans l'argile pour l'animer parce que c'est un dieu. Et donc ce dieu revient, on va dire en quelque sorte dans l'être humain. Et c'est la créativité des dieux bons et de ce dieu mauvais qui fait que nous avons un spectre de réaction large, hein, qui va du plus ignoble au plus extraordinaire, hein, voilà. Et pour moi c'est une explication qui est beaucoup plus, je sais pas, qui me parle beaucoup plus que le truc catho. Vous voyez, je pense souvent aux paraboles de quand le Christ extrait les esprits impurs, les âmes impures, et qu'il le met dans les cochons, dans les porcs, et qu'il les fait tomber. Hein, c'est très intéressant. Le Christ apporte des réponses beaucoup plus intéressantes, paradoxalement, que toute l'Ancien Testament. Hein. J'aime beaucoup les livres de Bloom. Pour moi, toute personne devrait lire Le Principe de Lucifer. C'est une explosion de intellectuelle, cérébrale, et on voit le monde avec d'une autre façon, d'une manière plus logique. On peut même prévoir les choses à l'avance grâce à ce livre. C'est ça, de Bloom. J'ai beaucoup d'affection pour cet auteur. Non, je l'ai pas rencontré, je l'ai très souvent au téléphone, en vidéoconférence, etc. Mais j'ai beaucoup aimé Bloom, c'est un génie pour moi. Il a un esprit conceptuel, une capacité de conceptualisation des choses qui l'a fait valoir. Et il avait lu mon livre sur les anges gardiens, il était bluffé, et il m'a dit une chose, c'est dans l'interview d'ailleurs, il m'a dit, il m'a dit, Pierre, vous et moi, on est dos à dos. Moi, je suis athée, vous croyez aux anges, mais paradoxalement, on se touche parce qu'on est aux extrêmes. Donc, passons à la partie actualité économie maintenant, avec des questions d'abord économiques. Certains vous reprochent de prévoir l'apocalypse financière tous les samedis ou toutes les semaines. Oui, écoutez, qu'ils aillent se faire voir. D'abord, ils sont pas obligés de venir sur mon site. Attendez. D'abord, l'apocalypse financière, je l'ai dit, je l'ai prédit, et elle a eu lieu. C'était le 29 septembre. Moi, je rappelle à ces ploucs
que j'ai commencé la revue de presse le 20 ou 21 février 2008 et que l'explosion de Bear Stearns, c'est quand même, elle a eu lieu fin mars, le 24 mars ou 23 mars, que surtout l'explosion de Wall Street, dont on paye le prix encore aujourd'hui, a eu lieu le 29 septembre, c'est-à-dire 8 mois plus tard, ou je sais pas combien. Donc elle a eu lieu. Ce qu'on vit aujourd'hui, alors que d'autres dans les vidéos disent l'apocalypse financière économique, c'est pour moi qui choisis le titre, mais que ces gens-là, qu'ils aillent sur d'autres sites, j'en ai rien à cirer de ce qu'ils pensent, moi je m'en fous. Vous savez, ce qui m'amuse, si vous voulez, c'est que il y a à peu près 3 millions de visiteurs uniques sur la revue de presse. Si je disais que des conneries, excusez-moi, mais il y aurait personne. Voilà, c'est tout. Moi, je fais mon travail de journaliste et je ne cherche ni à plaire, ni à déplaire. Et je n'ai rien à cirer de ces trolls. C'est marrant parce que j'ai lu le bouquin de Paul Naref. Paul Naref a sorti ses mémoires là. Bon, ça se lit en 3 heures. Ça s'appelle Sperme. Allez comprendre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai pas compris le titre, mais bon. Et lui il raconte que il a été obligé de fermer son site, Paul Naref, et même ses pages Facebook, parce que il avait que des trolls qui le faisaient chier en disant que ses chansons étaient nulles, ceci, cela. Si les chansons de Paul Naref sont nulles, ils sont pas obligés de les écouter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous avez des gens d'une débilité profonde. Vous savez, moi j'aime pas les grosses têtes sur RTL, enfin à l'époque de Bouvard. Mais c'est pas autant, je vais sur le site de RTL en disant je vous déteste, vous êtes nuls, machin, j'ai rien à foutre, j'ai d'autres choses à faire. Mais ces gens-là passent leur temps vous savez, c'est des gros frustrés qui passent leur temps à leur petit poison sur voilà pour les trolls. Voilà, c'est comme ça. Internet est fait de ça. Vous savez, moi je fais un tour de France. Je sais pas quand on va sortir votre vidéo, mais vous pourrez donner les prochaines signatures, mais ça fait quand même, j'en suis à ma 40e signature, 40e ville, je sais pas si vous réalisez. Les trolls, je les ai pas vus. Ah si, j'en ai vu un, autant pour moi. J'en ai vu un. C'était à Orléans. Un type qui est venu me maudire parce que j'ai écrit le mensonge universel, vous vous rendez compte? J'ai osé dire que le livre de la Genèse c'était de la merde. C'était un catholique? Ça peut être un peu aussi bien protestant, j'ai pas mis la marque. Mais il était venu pour me dire sa haine. Vous savez, moi je déteste quelqu'un, je veux pas perdre mon temps à aller le... je comprends pas trop bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je lis même pas. Alors je vais encore moins me prendre la tête pour... C'est intéressant, il y a des gens, si vous voulez, qui ont besoin de déverser leur frustration de leur vie, quoi. Donc pour vous, on est en train de vivre cet effondrement, ce lent déclin. Est-ce que vous croyez à l'éventualité d'un effondrement économique brutal qui verrait s'écrouler du jour au lendemain le système d'un seul coup, toute l'économie mondiale et les gens livrés à eux-mêmes? Les gens ne sont pas livrés eux-mêmes. Regardez ce qui s'est passé en Argentine, regardez ce qui s'est passé en Yougoslavie, regardez ce qui s'est passé en Russie. L'effondrement de l'URSS, l'effondrement de la Yougoslavie, c'était des effondrements monétaires, je vous le rappelle. Enfin, politiques, mais monétaires, bien entendu. Ils sont toujours là. Ils ont survécu. On oublie de dire que les Serbes étaient obligés, enfin certaines étaient obligées de se prostituer comme les bourgeoises de Vienne, pour avoir un poulet ou à manger ou à donner à manger leurs enfants. C'est également les cas des Argentines, à Buenos Aires et ailleurs. Quand les banques du jour au lendemain étaient fermées sans prévenir. Mais les gens bien informés qui suivaient la presse financière savaient que toutes les multinationales américaines s'étaient retirées à toute vitesse. Et quand les derniers ont retiré leur argent d'Argentine, ils ont mis la banque, ils ont fermé les banques et ils ont dévalué le peso de, je sais plus, 60%. Ce qui fait que les gens ont perdu 60% de leurs économies en une journée. C'est beau, non? Et c'est ce qui va se passer avec l'euro aussi. Voilà. L'euro est une monnaie bancale, vous le voyez bien. Regardez aux États-Unis ce qui s'est passé en l'espace de 4 jours. Peabody, le plus grand fournisseur mondial de charbon. Peabody, en faillite. 8500 mineurs et employés et techniciens et ingénieurs. 8500. Vous avez là tout à l'heure, juste au moment où vous êtes arrivé, vous avez je crois que c'est Goodrich Petroleum qui a fait faillite.
c'est des milliards qui remboursent pas aux banques. Je vous rappelle, hein, parce que c'est pas. Vous savez, quand on vous parle de faillite, il y a le chômage, mais il n'y a pas que la liste de licenciements. C'est que tous ces mecs, ils vont pas rembourser les centaines de millions qu'ils ont empruntés aux banques, voire des milliards. Goodrich, c'est des milliards. Dans le secteur pétrolier, c'est des milliards qu'ils vont pas rembourser. Les banques, elles vont se retrouver au niveau bancal. C'est tous les jours. Regardez les PME en France, c'est tous les jours. Hein, on se garde bien. Vous vivez en Bretagne. Regardez Saint-Brieuc. J'ai un lecteur qui m'a envoyé des photos. 80% des boutiques à Saint-Brieuc sont fermées. Allô? Alors, vous direz à les blaireaux là, que j'annonce l'apocalypse tous les jours. Je l'annonce pas tous les jours, mais qu'ils aillent à Saint-Brieuc ou dans leur centre-ville pour la voir arriver au ralenti. Voilà. Ouais, vous ne faites que le commenter, quoi. Je fais mon travail de journaliste. Voilà, c'est tout. Je fais rien de plus. Contrairement aux autres journalistes économiques qui font la pute et qui se sont bien gardés d'expliquer la crise aux Français. Et pendant 3 ans, ils l'ont dit, après 2008, pendant 3 ans, on dit qu'il y aura la reprise, que tout va bien, et que personne ne sera affecté. Et ta sœur. Est-ce que pour vous, le gage d'une économie solide et stable, c'est le retour à l'étalon? Bien sûr, évidemment. Vous savez, l'étalon or, c'est pas spécialement l'or. Le gage d'une économie solide, c'est avant tout l'agriculture. Pourquoi vous croyez que les agriculteurs en Bretagne et ailleurs en France crèvent la dalle? Parce qu'on est dans une économie de monnaie de singe, de papier, alors que une économie saine, repose d'abord sur les 4 saisons, hein, je vous rappelle, hein, c'est le b.a.-ba, et que l'or n'est a été ce qu'on a trouvé de mieux pour pour éviter d'aller à payer les gens avec du maïs, avec un mouton, un poulet, etc. Hein, faut pas l'oublier. Je donne toujours l'exemple de la République de Venise. Hein, la République de Venise était au standard or. Hein, elle avait pas trop d'armes, elle avait même quasiment pas d'armée. Hein, regardez Venise aujourd'hui, c'est la plus belle ville au monde. C'est le résultat du standard or. Tout Paris, la Tour Eiffel, Florence, Londres, les plus beaux immeubles de Paris viennent du standard or. Hein, faut jamais l'oublier. Le standard or, c'est la seule chose qui permet aux gens effectivement de mettre leur épargne à l'abri. Je dis toujours ça, vous reprenez les billets de banque de votre grand-mère, vous pouvez vous entorcher les fesses. Passez-moi l'expression. En revanche, si vous retrouvez les pièces d'or de votre grand-mère, ils sont toujours valables. Eh oui. Et c'est la même chose avec des pièces d'il y a 200 ans, 300 ans et même 1000 ans. Vous ne pouvez pas remplacer l'or. Vous savez, plus vous vous éloignez, c'est dans les dialogues avec l'ange, il y a quelque chose de très beau. Plus vous s'éloignez de Dieu, c'est comme un marteau qui s'éloigne du clou. Plus le retour est féroce. Hein, donc le retour au standard or va être féroce. C'est ça le texte de l'Apocalypse de Jean. Jean explique c'est une apocalypse financière. Quand il parle de l'hydre, hein, c'est une astuce littéraire extraordinaire. N'oubliez pas, il a écrit ça en grec. Hein, il a une culture juive, mais aussi grecque. Pour faire peur aux petits-enfants grecs, on leur disait que l'hydre allait venir les chercher. L'hydre, vous lui coupez la tête, elle repousse. Qu'est-ce que vous faites avec la planche à billets américaine, avec les 7 têtes de président du directeur du Trésor? Vous lui coupez la tête, elle a plus d'argent, elle repousse la planche à billets, c'est ça? C'est ça l'astuce géniale littéraire. Et n'oubliez pas, ce sont les anges qui lui montrent ça. Et c'est Jean qui raconte ça avec ses mots à lui, de son époque à lui. Il savait pas ce que c'était les billets de banque en papier. À son époque, c'était que les pièces d'argent et les pièces d'or et la petite monnaie en cuivre. C'est comme quand il parle des images qui bougent et qui parlent. C'est quand même extraordinaire que je sois le premier à montrer que il parle d'une deuxième bête qui vient l'aider, qui est la première, donc la planche à billets, hein, des images qui bougent et qui parlent. Des images qui bougent. Allô? La cérémonie des Oscars, vous savez par qui elle est organisée? The Motion Picture Association. Motion, c'est bouger. Picture, c'est l'image. Les images qui bougent. L'association des images qui bougent. C'est pas moi je peux pas l'inventer, ça. Jean voit des images qui bougent et qui parlent.
Et personne ne veut voir... Vous savez pourquoi tous les mecs se sont ramassés, tous ces théologiens parce que d'une part, parce qu'ils ne croient pas aux anges, ils ne croient pas à la Vierge, hein, ils ne croient pas, bien entendu, c'est comme tous ces curés modernistes, ils ne croient même pas à la puissance du Christ et à ses miracles. Hein, le Padre Pio, pour eux, c'est un clown, quoi. C'est vraiment... regardez comment le Padre Pio a été victimisé de son vivant. Hein, ils l'ont mis en prison. Enfin, alors, ils l'ont mis en tôle dans son monastère. Hein, ils lui ont interdit de bouger pendant, je sais plus, 6 ans, 7 ans, je sais pas, 10 ans, j'en sais rien, j'ai plus le souvenir. Mais Padre Pio parlait avec son ange, en l'occurrence. Et ça les emmerdait. Oui, il faisait des miracles, il y avait les stigmates. Il voyait la vie des gens. Il y a un type arrivé, un journaliste arrivé devant lui. Le mec, il lui racontait sa vie. Tous les péchés qu'il devrait confesser. Les journalistes, je peux vous dire, ils étaient scotchés. Bah oui, ça c'est la réalité spirituelle. Et ça emmerde les gens. Surtout cette France laïque, franc-mac, quoi. C'est tout à fait extraordinaire. Du Grand Orient, je parle. Donc, au fil de vos vidéos, vous analysez un vaste plan de capture de l'or des pays catholiques par les pays protestants, et ça, c'est une Par les analyse États-Unis. qu'on n'entend jamais. Bien sûr, mais je le montre. Il y a que vous qui en parlez. Bien sûr. Bah, effectivement, j'en parle, je le montre, je le prouve. Je me contente pas d'en parler, si vous voulez. Vous savez, moi, je suis journaliste de la vieille école, donc vous êtes obligé de montrer des trucs. Tous les journalistes de la nouvelle école, c'est Wikipédia. Vous voyez, c'est coupé-collé, c'est la génération coupé-collé. C'est très intéressant. Donc ils vous connaissent pas alors, puisque vous n'y êtes plus sur Wikipédia. Vous savez, les Français me connaissent. Hein. J'ai fait une signature, c'était quand la semaine dernière, c'était à Royan. Et François Fillon avait fait une signature pour lancer son livre un mois avant, ou un mois et demi. Et le libraire, les libraires n'en revenaient pas. Il y a eu autant de monde, pratiquement, que pour François Fillon. Donc les Français sont avides d'informations, et ils viennent me le dire très gentiment. Et je repars avec des gâteaux, des bouteilles de vin, du champagne, des confitures, maison. On peut voir ça sur les photos sur votre site. Voilà, chaque semaine, chaque fois après une signature, je mets les photos. Je trouve ça vraiment, je suis toujours très touché par l'affection que me témoignent mes lecteurs. Vous aimez bien prendre vos lecteurs en photo? Bien sûr. Et d'habitude, les autres, ils se montrent eux-mêmes en train de signer. Vous... C'est ça, c'est ça. Mais parce qu'il y a personne. Ouais, parce qu'il y a personne. Vous savez, moi, j'ai vu ça dans tous les salons de livres, que ce soit à Brive ou à Nancy. C'était drôle. Vous avez les mecs, donc vous avez les photos, vous savez, dans Le Point ou l'Express, le dernier livre de machin, vous savez, avec la photo vachement sérieux, avec le bandeau rouge, Et vous êtes en face de ces mecs-là, au salon du livre de Nancy, vous avez personne qui vient les voir. C'est fabuleux. Les mecs là, où ils vont signer 1 ou 2 bouquins dans l'après-midi, moi j'en signe 30, 40. C'est fascinant. Et vous voyez à quel point les médias, si vous voulez, sont... vous savez, n'oubliez pas, c'est Lagardère qui contrôle les plus grandes maisons d'édition, hein, ne l'oubliez jamais. Et Lagardère me déteste. Hein. Ils sont et les mecs, ils sont en train de fermer leur site. Lagardère a décidé, non, je crois que c'est le groupe, l'ancien groupe Perdriel, le Nouvel Observateur. Ils ont décidé de fermer rue 89 ou je sais pas quoi. C'est normal, ils donnent pas d'infos. C'est normal, ils donnent pas d'infos. Et la plupart de ces mecs-là, ils sont tous de gauche. Moi, je peux même pas dire que je sois de gauche ou droite. J'écoute Mélenchon, j'écoute les conférences. J'adore Mélenchon, j'adore l'écouter parce qu'il dit des choses extrêmement intéressantes. Là où je suis plus d'accord du tout avec lui, c'est tout ce qui est immigration musulmane, etc. Alors là, je fonctionne pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que lui ne décolle pas hein, dans les sondages. Il sera toujours à 0. Mais il dit des choses extraordinairement intéressantes. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup Mélenchon entre guillemets. Mélenchon, Zemmour, etc. Il y a vraiment Nagel Farage sont des gens auxquels je tiens beaucoup. Nagel Farage en particulier. Si je devais me classer par exemple politiquement, ça serait Nagel Farage. C'est la seule carte de parti politique que j'ai jamais prise. C'est une carte que Nagel m'avait donnée. Qui en plus a réchappé miraculeusement à un accident d'avion. Absolument. Là, je peux vous dire que Nagel Farage, lui, est parfaitement conscient. Tiens, ça répond à votre question, j'ai pas pensé à lui tout à l'heure. On n'a pas de cas de mec avec un avion qui tombe du ciel, le mec il sort avec 2 côtes brisées, quoi. Et on n'a vraiment pas de cas de mecs qui s'écrasent en avion et qui ressortent debout comme Nigel Farage? On a des cas, mais c'est des atterrissages contrôlés. Et là, l'avion était bien broyé quand même.
Ah là, il était complètement broyé. C'est je sais plus quoi, un truc publicitaire s'était pris dans les hélices et du coup le truc s'est arrêté. Non, je crois on a des cas similaires comme ça. Quand mon livre est sorti sur les anges gardiens, j'ai beaucoup d'alpinistes qui m'ont écrit. Des alpinistes de Chamonix, je précise, des guides, qui m'ont dit avoir vécu ça, ce que j'ai vécu, le temps au ralenti, etc., lors de chutes. Ils ont clairement que leur heure n'était pas venue. Et parmi les alpinistes, si vous voulez, c'est des sujets tabous. C'est-à-dire, ils parlent de ça entre eux, mais ils vont pas en parler publiquement. Voilà. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, je pense qu'ils vont en parler un peu plus. Donc, pour en revenir à l'économie, où en sont les réserves d'or de la France et où en est ce plan de capture de l'or des pays catholiques? Le plan de l'or des catholiques, il est en marche. Celui de la Grèce, il est déjà perdu, puisque ils ont mis une ligne. Vous voyez, le diable est dans les détails. Ils ont mis que si la Grèce ne remboursait pas, le FMI prenait tout l'or. Je sais plus si c'est le FMI ou Francfort ou la BCE prenait, enfin le peu d'or qui reste aux pauvres Grecs. Donc ça y est, il est gagé. Regardez le Venezuela, ils ont tout braqué. Ça y est. Goldman Sachs et le FMI leur ont braqué l'or. Ça y est, c'est terminé. Ils n'en ont plus rien. Et tout ça avec la planche à billets. Donc c'est ça qui est génial. Moi avec ma photocopieuse, voilà. Votre or n'est pas valable parce que moi, États-Unis, j'ai décidé. Mais c'est ma photocopieuse qui est valable. Votre or, lui, n'est pas valable. Mais en revanche, vous allez me donner votre or et moi, je vous donne mes photocopies à la place. Vous voyez, c'est comme ça fonctionne. Donc ça vous montre la corruption totale et globalisée des politiques. Je sais plus dans quelle émission vous aviez ramené des faux billets là, vous les lanciez. Ouais, c'est les miens d'ailleurs. C'est ma planche à billets perso. J'en ai. Non, c'était la revue de presse. C'était ceux-là là. Vous voyez. C'est un lecteur qui m'a offert ça. Oui, c'est des mouchoirs. On a du papier. Ça, c'est des mouchoirs. Ça, vous voyez, ça c'est pour se moucher. Voilà. Et je le fais souvent ça parce que c'est vraiment pour bien comprendre, pour bien que tout le monde puisse comprendre que c'est de la monnaie de singe. C'est de la monnaie de singe. Les Américains imposent ça, et c'est ce que je montre dans le dernier livre là que je viens de publier. Enfin, c'est avec le texte d'Adolphe Thiers sur John Law, que à quel point les musiciens sont des prophètes, puisque cette fameuse photo d'Alice Cooper avec les millions de dollars devant lui. Et avec la mitraillette, en 1972 ou 73, je ne sais plus, il montrait bien que les Américains, une fois qu'ils sont sortis de l'or, allaient imposer le dollar par la force. Par la force, le revolver braqué sur la tempe des autres. Cette photo d'Alice Cooper est extraordinaire. J'ai un dossier de 50 ou 60 pages où je montre le système John Law est toujours en activité aujourd'hui, plus que jamais. Tout le système le système John Law est aujourd'hui, il s'appelle Eurosystem. Et ça, le système de la planche à billets, ça peut pas durer indéfiniment. Donc comment ils vont s'en sortir? Ils vont pas s'en sortir justement. C'est ce qui, ils vont tirer sur la corde jusqu'au bout. Et ils sont en train, exactement. Vous savez les Panama Papers, l'attaque contre la Banque du Vatican, l'attaque contre HSBC, l'attaque contre UBS, l'attaque contre le Crédit Suisse, l'attaque contre le Luxembourg, l'attaque contre Liechtenstein. L'attaque contre le secret bancaire de Singapour, tout ça c'est pour tous les capitaux qui sont planqués dans tous les paradis fiscaux de la planète pour qu'ils reviennent dans le Delaware. Je rappelle toujours, le vice-président actuellement des États-Unis, monsieur Joe Biden, est le sénateur du Delaware. Et le Delaware est le paradis fiscal américain. Toutes les grandes multinationales américaines ont leur siège social au Delaware, il faut le savoir. IBM, Microsoft, tous, Apple, etc. Mais Apple, ils ont tellement d'argent que pour encore payer encore moins d'impôts aux États-Unis, pourtant ils payent pas grand-chose au Delaware, ils ont tout défiscalisé aux îles Caïmans, aux îles Vierges, et j'en passe, c'est des meilleurs. Jersey, Guernesey. Ils ont pas plus de sociétés que d'habitants, le Delaware? Il me semble avoir entendu. Ah si. Bien sûr, c'est comme le Luxembourg. C'est comme le Luxembourg, c'est comme Andorre, c'est comme Monaco, c'est tout ce que vous voulez. Vous savez quel est le prix de location d'un studio de 20 mètres carrés à Monaco? 4500 € par mois. Simplement pour que vous puissiez bénéficier d'une adresse monégasque. Donc vous voyez, ça s'appelle une boîte aux lettres. Vous voyez, être facteur à Monaco, c'est intéressant. Donc j'ai une question d'un adhérent, Tisdrus, qui a ses techniques. Il vous demande, suite à un retour au standard or, comment gérer la trop petite croissance du stock d'or mondial, d'environ 1% par an, qui ne peut suivre l'expansion et nos besoins de paiement. On s'en fout de ça.
Ça n'a aucun intérêt. Enfin, sa question est pertinente, mais elle n'a aucun intérêt. D'une part, le cours de l'or de toute façon, va mécaniquement doubler, voire tripler. Hein, déjà, première chose. Ensuite, moi, je vous rappelle que quand vous étiez au Standard Or, vous avez ce qu'on appelait lisez le livre du professeur Fekete que j'ai traduit, qui est remarquable. Vraiment remarquable. La pensée de l'analyse de Antal Fekete est typiquement exceptionnelle. Il montre bien, par exemple, quand on a construit la Tour Eiffel, on était au Standard Or. Vous pensez vraiment que les gens se payaient les uns les autres avec des lingots d'or ou des pièces d'or ? Pas du tout. Les sociétés entre elles, par exemple, pour acheter l'acier, il y avait ce qu'on appelle un billet à expiration. D'accord ? Un billet à expiration qui était garanti par une banque en or. On va dire que c'était un billet à 90 jours, d'accord. Vous êtes Monsieur Eiffel, et moi je suis fournisseur d'acier, d'accord. Donc vous m'achetez pour, on va dire, je sais pas, 100 000 francs or d'acier. Donc vous me donnez un papier garanti par la banque, on va dire à l'époque, je sais pas, la Société Générale qui existait déjà, et donc 90 jours. Et moi, ce papier-là, je peux m'en servir pour payer quelqu'un d'autre, pour payer mes factures. Donc on n'a pas besoin d'avoir l'or. C'est simplement le cours de l'or. Et puis moi, je peux vous garantir que si on revient au Standard Or, toutes les autres mines qui ont fermé parce que à force de manipuler le cours de l'or. Tiens, à ce propos, je vous signale que la Deutsche Bank a reconnu hier, officiellement, c'est une dépêche Reuters, avoir manipulé le cours de l'or. Voilà. Je dis ça quand même depuis 2008. Je rappelle à vos trolls, à vos petits merdeux là. Non mais c'est vrai, je le dis, et c'est officiel, c'est tombé hier, c'est Reuters qui l'a donné. La Deutsche Bank a manipulé le cours de l'or. Pour faire plaisir aux Américains, évidemment. Évidemment. Vous savez, tout ça, à un moment donné, ça va s'arrêter. Déjà, le fait que la Deutsche Bank reconnaisse. Et attends, elle a fait pire. Elle dit, et nous allons vous donner nos autres complices. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on soit les seuls à tomber. Donc pour que la France se redresse, quelle politique économique faut-il mener ? Retour au Standard Or, sortie de l'euro, donc retour à une souveraineté monétaire. Bien sûr. Et quelle politique économique mener ? Une politique plutôt avec une vision colbertiste totalement colbertiste. Totalement colbertiste. Si vous regardez... en France, on a un historique très intéressant. Vous savez, regardez bien. On peut même dire libéral. Vous avez quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé au moment du Standard Or. Vous avez eu ce qu'on appelle la fameuse Union latine. L'Union latine, c'était quoi ? C'était la libre circulation de l'or entre l'Italie, la France, la Serbie, etc. Ça s'appelle l'Union latine. Vous avez même des pièces d'or qui s'appellent l'Union latine. Et il n'y avait aucun contrôle d'échange. C'était l'Union européenne monétaire avant l'heure. La Première Guerre mondiale a interrompu tout ça, vous le savez. Mais c'est comme ça que tout le boulevard Pereire, toutes les grandes banques françaises, les grandes compagnies d'assurance, etc. se sont bâties là-dessus. Aujourd'hui, pour revenir à ça, évidemment, je veux dire, moi je préfère privilégier les agriculteurs français que privilégier les agriculteurs estoniens. J'en ai rien à cirer, moi, des agriculteurs estoniens ou slovènes. Qu'est-ce que j'en ai à cirer ? Mais on s'en fout. D'abord, les agriculteurs français doivent produire pour nourrir, produire suffisamment, bien entendu, pour nourrir les Français. Il faut qu'on soit indépendant en termes de nourriture. Mais tout ça est une réflexion logique de la part des Américains. Monnet, qu'est-ce qu'il a fait quand il a lancé l'Union européenne ? La première chose qu'il a voulu sabrer, c'est quoi ? C'est l'acier. Il y a eu l'Europe de l'acier. Pourquoi ? Mais aujourd'hui, on n'a plus de grands fourneaux en France. On peut plus fabriquer d'acier. Pourquoi ? Mais on peut plus fabriquer de chars. On peut plus fabriquer de wagons pour transporter les chars. On peut plus fabriquer de canons. On fabrique même plus nos munitions. L'armée française aujourd'hui l'armée française ne fabrique même plus ses propres armes. Vous voyez la logique ? Ça, c'était la logique qui a été menée. Donc, revenir à un retour intégral, si vous voulez, à une politique d'abord, moi d'abord, la France d'abord, et on réfléchit ensuite. Alors, il va de soi qu'il y a une union naturelle, si vous voulez, avec l'Espagne, l'Italie, l'Union latine, et même avec les Allemands et les Anglais. Vous savez, ils sont dans la même situation que nous. Ils sont exactement dans la même situation que nous. C'est un désastre. L'euro, ça va être un désastre. Un désastre monétaire.
qu'est-ce que vous répondez à ceux, donc, quand je dis ceux, je parle des journalistes économiques qu'on voit à la télé, par exemple. Bah, ils me font rire déjà, donc c'est déjà une bonne chose. Dont certains nous disent que l'euro est un moyen de faire bloc face aux grandes puissances monétaires. Bullshit. C'est du n'importe quoi. Mais c'est du n'importe quoi. Ils mentent. Mais attendez, n'oubliez jamais que ces journalistes ont été choisis justement parce que ils sont suffisamment soumis. Hein, voilà. Pourquoi vous me voyez jamais en télé? Vous imaginez, je suis passé en télé, là, je veux dire, mais vous avez 400 000 Français du jour au lendemain qui vont retirer leur argent de la banque. Logique, hein, donc vous me verrez pas en télé. Sur TV Liberté, on va vous voir. Oui, TV Liberté, mais bon, TV Liberté, c'est TV YouTube, hein. Faut pas l'oublier, hein. On est tous à la même enseigne là. Hein, moi aussi, je peux m'appeler TV Jovanovic par exemple, hein, ou TV Standard, hein, voilà, ou TV Ange, ou Archange. Puisque notre argent n'est plus en sécurité dans les banques, ça je pense qu'on est d'accord. Votre argent ne vous appartient plus, vous savez bien. Donc que conseillez-vous aux gens? Que faire de cet argent? Écoutez, moi j'ai pas changé d'un iota depuis 2008, hein, depuis février 2008. Non. D'abord j'ai toujours dit, achetez la maison, petite maison de campagne, avec un potager où vous pouvez faire un potager, vous avez de l'eau. Là déjà vous êtes tranquille, vous avez une base arrière, on va dire. Bon, maintenant si vous pouvez pas acheter ça, je dirais que même c'est le moment ou jamais de s'endetter un peu, surtout si vous êtes fonctionnaire, et d'acheter justement la fameuse maison campagne avec le puits, le potager. Mais sinon autrement, or, pièces d'or, pièces d'argent, c'est tout. Sinon vous pouvez acheter des actions, mais jouer à très peu de temps, c'est-à-dire vous jouez à 3 mois, 6 mois, pas plus. Personne n'a de visibilité aujourd'hui. Je vois ce qui se passe, je discute avec les traders, les banquiers, les mecs ils me disent on n'a aucune visibilité. Ils me disent tous, ça se trouve ça peut exploser dans la seconde qui suit. Quand vous avez le plus grand fabricant de charbon au monde, Peabody, qui explose en plein vol, comme ça s'est passé il y a 2 jours, ou hier, je sais plus, déjà c'est un signe. Goodrich, qui aurait imaginé, aucun banquier n'aurait imaginé que Goodrich Petroleum pourrait se mettre en faillite, comme c'est le cas ce matin. Personne. Le pétrole, c'était les sociétés de pétrole, les banquiers, mais ils rampaient tous, hein, pour leur prêter de l'argent. Ce sont des milliards qui ne nous reverront pas. Pour vous, un autre signe qui est fort, vous en parlez souvent, c'est la limitation des retraits aux guichets. Évidemment. Tout le monde expérimente, là, tous mes lecteurs expérimentent. Alors, si vous saviez le nombre de mails, il me dit, Monsieur Jovanovic, je vous suis depuis telle année, hein, donc ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, même plus. Et jusqu'à présent, je pensais que vous exagériez un peu. Mais l'autre jour, j'étais à ma banque, j'ai voulu retirer 300 €, on m'a dit non. Alors maintenant, je vous crois. Et ouais, c'est quand on touche les gens au portefeuille. Alors là, d'un seul coup, ils pigent. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Tant que les gens ne sont pas touchés directement eux-mêmes dans leur petit porte-monnaie, parce que c'est le déni. C'est le déni. Les gens fonctionnent dans le déni. Vous savez, c'est comme les gens qui ont un boulot. Ceux qui ont un travail ont le déni du chômage. Ça fait peur. Hein, se retrouver au chômage. C'est une on va dire une déchéance sociale, le chômage. Faut jamais l'oublier. Hein. Un homme qui se retrouve au chômage, en général, 1 an plus tard, c'est le divorce. Hein. Dans un cas sur 2, il divorce. Hein. C'est classique. Hein. Regardez, les militaires ne sont pas payés. Vous croyez que est-ce que le ministère de la Défense a poursuivi le fabricant du logiciel? Non. Ça vous montre bien que ça a arrangé le ministère de la Défense de ne pas payer les militaires. Surtout ceux qui étaient en OPEX, comme par hasard. Ils peuvent pas venir se plaindre boulevard Saint-Germain. Hein, voilà. Enfin, maintenant, à Ballard. Pièces d'or, pièces d'argent, hein, je répète, voilà. Et si vous ayez plusieurs banques, hein, n'ayez pas qu'une seule carte de crédit, ça j'insiste lourdement là-dessus. Ça c'est vraiment le conseil le plus important que je pourrais donner à vos spectateurs. Ne vivez pas, dans votre porte-monnaie, n'ayez pas qu'une seule carte de crédit. Si c'est ça, à un moment donné ou à un autre, vous allez vous retrouver dans le caca. Hein, combien de lecteurs j'ai, notamment ceux de la banque postale. Le mec, il est au restaurant, il veut payer. Ah non, monsieur, votre carte est refusée. Et en plus, après, il peut même pas aller retirer de l'argent. Je veux dire, incident technique, notre informatique est en panne. Le banque postale a interdit tous les virements du 30 mars au, je sais plus, 6 ou 7 avril. J'invente rien.
Hein, dites ça à vos trolls là qui voient pas qu'il y a un sérieux problème. Vous avez beaucoup de messages de gens qui sont à la banque postale notamment, qui ont beaucoup de problèmes. Ils me disent, ils me remercient justement de les avoir prévenus et donc ils changent de banque progressivement. Il y a des gens qui ne peuvent pas changer de banque. Par exemple, les gens, par exemple, tous les patrons de PME qui ont déposé le bilan, ils sont interdits de banque, hein. Ils sont interdits bancaires. Les pauvres. Ils sont interdits bancaires. Leurs employés sont au chômage, mais eux, ils ont rien, et en plus, ils sont interdits bancaires. Et donc, la seule façon qu'ils ont, parce qu'il y a une loi maintenant qui vous oblige d'avoir un compte en banque, évidemment, sinon vous ne pouvez rien faire, donc ils sont à la banque postale. La banque postale, c'est la banque des personnes âgées, en général, ou alors des gens qui ont eu des problèmes bancaires. Et donc, ils en profitent. La banque postale profite, parce que ce sont des clients faciles. Les personnes âgées, ils en font ce qu'ils veulent. Ils leur vendent tous leurs produits de merde. Hein, voilà. S'ils sont à la banque postale, il y a qu'une seule banque aujourd'hui qui tient la moins pire des pires, on va dire ça comme ça. Je l'ai dit, je l'ai écrit encore lundi dernier, parce que c'est la question qui revient le plus souvent, c'est la BNP. Hein. Quel est le meilleur client pour une banque? C'est quelqu'un qui va être tout le temps à découvert, qui va avoir beaucoup de frais, qui va avoir du mal. C'est lui qui rapporte le plus. Hein. C'est quelqu'un qui a un revenu confortable, on va dire. Dans les deux cas, si vous voulez, celui qui a un revenu confortable, il va pas rapporter grand chose à la banque. En revanche, il va rapporter juste de la trésor, hein, la trésor. En revanche, celui qui tire le diable par la queue, hein, parce que vous avez parlé beaucoup de Lucifer. Ah bah vous voyez, quand on parle de Lucifer, quand on parle de voilà, le vase s'écroule tout seul, c'est drôle. Bref, il faut, c'est celui qui tire le diable par la queue justement qui déclenche le plus grand nombre de frais bancaires. Moi j'avais posé la question à mon banquier il y a 2 ans je crois. Il m'avait répondu non, nous. Mais vous croyez vraiment ce que vous racontez votre banquier? Pas. Il m'avait fait une démonstration de. Mais attendez, mais moi j'ai eu accès au dossier interne. Alors je sais plus quelle banque. Je crois que c'était l'Association française des banques. Là où ils gagnent le plus d'argent, c'est avec tous les frais bancaires de dépassement. Tous les gens à découvert. Alors vous demandez, vous avez un chèque de refusé. Alors là, malheur à vous. Hein. Alors bonjour les dégâts. Hein. Là, vous êtes, mais ils vous massacrent. Ils vous massacrent avec les frais. Et en plus, comme ils jouent avec les dates, hein, vous déposez un chèque avant. Attends, je veux dire, je déposais un chèque, le lendemain c'était disponible sur mon compte. Maintenant, ils vous demandent 3 semaines. Ah oui, mais on veut être sûr que c'est pas un chèque volé, d'accord. Donc il y a 50 millions de Français qui volent des chèques. Hein, grosso modo, c'est ça. Ils nous prennent pour des cons. Les banquiers sont des putes. Je les hais. Non, mais je l'ai parce que. Et je l'ai surtout sur le petit personnel. Ces petits fachos, ces petits capots. Hein, vous savez, c'est comme c'est comme les Français qui collaboraient avec la Gestapo. Je les vois comme ça maintenant. C'est horrible. Des fois, je vais à la banque aussi. Hein, je vois comment ils parlent aux pauvres gens qui sont à découvert. Hein. Ils les traitent comme de la merde. Comme des enfants. Vous croyez pas si bien dire dans ma banque justement, dans mon agence, vous devinerez jamais ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un parc pour enfants. Ouais. Donc on vit actuellement des manifestations qui font suite à la loi travail de Madame Myriam El Khomri. Comment est-ce que vous appréhendez ces mouvements, que ce soit Nuit debout ou les gens qui manifestent dans la rue? Pour moi, c'est la même chose que Occupy Wall Street. C'est la même chose que Podemos en espagnol, etc. Ce sont des mouvements, si vous voulez, principalement d'extrême gauche, hein, mais en général, si vous voulez, c'est quand même, c'est il n'y a pas de fumée sans feu. Hein, tout ça, c'est comme les bonnets rouges. Hein. Le rouge montre que la colère était dans leur tête. Hein. Là, vous avez l'expression, si vous voulez, d'une société prodigieusement malade de la crise et surtout du chômage, et d'une génération perdue. Toute cette génération de jeunes, ça va être une génération perdue, comme en Espagne. Est-ce que vous réalisez que 40% des jeunes de 25 ans ou 26 ans vivent encore avec leurs parents, égal aux États-Unis? Même à 30 ans, ils sont avec papa et maman, parce qu'ils n'ont pas de boulot, et que par conséquent, ils peuvent pas se louer un appart, et ainsi de suite. C'est consternant de voir ça. C'est une génération perdue, donc effectivement, c'est leur seule façon de s'exprimer. Ils n'ont pas forcément votre culture politique, même la plupart ne l'ont pas. Arrêtez d'imaginer que tout le monde a une culture politique comme la vôtre ou comme vos spectateurs. C'est pas le cas.
Les mecs qui se nourrissent aux émissions débiles des anges de la télé-réalité. C'est pas les mêmes anges que les nôtres. Hein. Non, mais c'est drôle d'ailleurs. Vous avez relayé sur votre blog, dans votre revue de presse, que la Finlande baissait les salaires pour rembourser la dette. Oui. Donc je voudrais parler avec vous de la dette. Que se passerait-il? Quelles seraient les conséquences si on ne payait pas cette dette? Ah bah, ça serait la faillite de toutes les banques, ce serait génial. Ce serait génial. Mais vous savez, la Finlande envisage même d'utiliser la planche à billets pour donner... tiens, voilà un chat. Envisage effectivement de donner un peu de donner 1500 € par mois. Ils envisagent, hein, je ne dis pas qu'ils le font, de planche à billets pour relancer la consommation. Iris, non. Elle risque de se brûler avec les lampes. Pour vous, ce qu'il faudrait, c'est de ne pas rembourser la dette ou de rembourser partiellement la dette? Non, je suis partisan de ne pas rembourser la dette. Vous savez pourquoi? Parce que 90% de la dette qu'on doit aux Américains ou aux Japonais, c'est de la monnaie de singe. Donc j'estime qu'on n'a pas à rembourser une monnaie de singe. Voilà. Il faut refaire tous les calculs et voir exactement avec en fonction du nombre de planches à billets japonais et américains qu'ils ont faites, et les anglais aussi, ainsi que les chinois, si vous voulez, parce que je vous signale quand même que pendant 10 ans, la Banque Centrale Européenne, elle, n'a jamais fait de planche à billets. Nous, on payait vraiment avec notre sueur et nos biens. Alors que eux, il suffisait d'imprimer pour acheter tous nos chaînes d'hôtels, tous nos sociétés, nos immeubles. Hein, je vous signale que les grandes banques américaines ont acheté quasiment 15% des immeubles à Paris. Aussi, hein, je vais racheter avec ma planche à billets, je rachète tout New York. Hein. Je le dis toujours, ça. Je rachète la Corse, je rachète la Sardaigne, les Seychelles. Goldman Sachs a acheté les Seychelles, tiens, au passage. Non, je suis très sérieux. Goldman Sachs aujourd'hui possède la Seychelles par la dette. Oui. J'aimerais qu'on parle un peu de Donald Trump, puisqu'on est en pleine primaire républicaine. Oui. Est-ce que vous avez un avis sur son programme économique et est-ce qu'il changerait les choses si Donald Trump était élu? Oui. Ah oui, il changerait vraiment les choses. D'une part parce que c'est vraiment le businessman américain typique, parce que c'est le rêve américain. Hein, faut pas se et surtout que Trump, c'est vraiment. Iris, arrête. Trump, c'est vraiment le. Comment dire? Attendez, je vais prendre le chat. Hop. Je bouge pas. Voilà ma puce. Allez. Trump, c'est le Marine Le Pen américain. C'est le Marine Le Pen américain. Et aujourd'hui, vous avez Soros qui paye des milliers d'Américains 15$ de l'heure pour qu'ils aillent manifester, pour qu'ils aillent provoquer les gens, les insulter, etc. Pendant les réunions. C'est un peu comme si Mélenchon payait des gens à lui de l'extrême gauche pour aller dans les manifestations du FN ou des Républicains. Vous voyez ? C'est profondément antidémocratique. Mais là, les Américains sont en train de montrer leur profond mépris de la démocratie. Lors des dernières élections régionales, Trump a été volé, je crois que c'est Sanders qui a été volé, ou Trump, je sais plus, qui a été volé parce qu'il avait remporté 56% des voix, et pourtant ce n'est pas lui qui avait gagné. Le système américain n'est pas un système démocratique. Et là, on va le voir avec Trump. Ils feront tout pour l'empêcher de gagner. Et s'il venait à gagner, il continuerait à défendre les intérêts américains et peut-être que... Oui, mais il les défendrait d'une autre manière, si vous voulez. Il les défendrait d'une manière beaucoup plus intelligente. Donc vous avez abordé tout à l'heure la question des Panama Papers. Est-ce qu'elle est selon vous, un vaste coup de filet qui est organisé depuis Washington? Oui, bien sûr, évidemment. Et dans quel but? Je pense que c'est une opération pilotée par la CIA et le Nachrichtenbundesdienst, je sais pas quoi là, les services allemands. Pour une raison très simple, c'est que vous ne voyez pas d'Allemands et pas d'Américains dans les listes.
Donc c'est vraiment, vous savez, il faut pas le chercher bien loin. Hein. Je crois que Vladimir Poutine a promis une réponse du même genre, je crois. Oui, oui, on va s'amuser parce que je pense que c'est très marrant de voir à quel point les Russes ne savent pas gérer la communication. Je trouve ça fascinant. Ils ont pas cette culture des médias que nous ou les Américains ont. Donc c'est une opération de la CIA, mais ils s'en cachent pas. Hein. Le gouvernement américain a reconnu que l'USAID c'est le bras droit de la CIA, c'est l'ONG de la CIA. Tout le monde le sait, j'en parle sur la revue de presse. Gérard de Villiers mettait très souvent en scène dans ses SAS l'USAID, ces personnages travaillant pour le camouflage de l'USAID. Tout le monde le sait dans la communauté du renseignement. C'est une opération de la CIA, clairement. Mais c'est pour faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le dollar est mort, donc c'est pour faire remonter tous les capitaux. Maintenant, ils n'ont pas le choix. Pour faire remonter tous les capitaux au Delaware ou au Nevada, hein, puisque la banque Rothschild elle-même de Londres vient d'ouvrir une succursale à Reno en tant que paradis fiscal, puisque le Nevada, avec la nouvelle loi, est devenu un paradis fiscal. N'oubliez pas, le Nevada, c'est l'état de la mafia américaine. C'est intéressant. On a un adhérent, Marc Laure, qui aimerait votre avis sur cette information qu'il nous a donnée. Les départements pourraient arrêter le versement du RSA parce qu'ils affirment que leurs caisses sont vides suite à la baisse des dotations de l'État. Oui. Mais non, c'est pas la baisse c'est qu'ils ont 2 fois plus de clients pour le RSI, quoi. Hein, ou le RSA, je sais pas quoi. Enfin, le RSA, pardon. Le RSA. Le RSI, c'est autre chose. Ils ont 2 fois plus de clients, déjà. Hein, ça, ils le disent pas. C'est une bande de putes. Ils disent pas la réalité. Ils disent juste baisse des dotations. Non, mais ils disent pas la réalité. Au lieu de dire, avant, on a... Vous savez, il suffit de... Prenez, par exemple, le nombre de repas servis par les restaurants du cœur. Vous l'avez sur ma revue de presse. Hein, vous l'avez quelque part, là. Chez l'un de mes lecteurs, Monsieur Harfeuil, je crois, qui l'a donné, ça date d'il y a 2-3 semaines. Vous avez l'évolution du nombre de repas servis par le restaurant du cœur. Bah, vous avez la même évolution au niveau du RSA, forcément. Hein, le minimum pour les pauvres qui n'ont plus rien. Donc c'est normal. Non seulement il y a eu des baisses effectivement du budget de l'État, mais en plus il y en a 2 voire 3 fois plus. Ils pourront pas payer. On va vers la faillite générale, vous le voyez bien. Hein, vous dites ça aux trolls là, tiens, qui ne seront plus payés, leur RSA ne sera plus payé. Hein, après ils iront pleurer. Je dirais que j'annonçais l'apocalypse du RSA. Une dernière question. Est-ce que vous avez encore de l'espoir à tous les niveaux ou est-ce que vous n'êtes plus que dans l'attente de l'apocalypse? Bon, arrêtez avec ces conneries. Mais ça, arrêtez avec vos questions débiles. L'attente de la fin. C'est votre question, ça? Oui. Est-ce que vous avez encore de l'espoir? Arrêtez d'essayer de me faire passer pour ces Américains, vous savez, qui achètent un souterrain et qui vont vivre dans un parking en attendant l'apocalypse. Mais moi je parle... Non, attendez. N'oubliez pas... Non, parce que pour la plupart des gens, apocalypse, c'est le truc... machin. Non, moi j'ai vraiment de l'espoir, parce que la poussière finit toujours par retomber. Les Français ont vécu une apocalypse financière. Ne l'oubliez jamais, ils ont vécu ça après la Révolution française, avec les assignats. La terreur, c'est un résultat des assignats, de la monnaie de singe. Ils l'ont vécu, ça. Les Serbes l'ont vécu en Yougoslavie. Les Russes l'ont vécu, les Argentins l'ont vécu, les Turcs l'ont vécu. Plein de pays l'ont vécu. À un moment donné, la poussière retombe. Et mon espoir, effectivement, il est là. Moi, j'attends, si vous voulez, que le système monétaire s'effondre pour effectivement là repartir. Là, c'est là où ça va devenir intéressant. Pour moi, c'est l'après qui est intéressant. Maintenant, on assiste à l'agonie d'un cadavre, d'un mec qui est déjà mort. Vous voyez, à qui on injecte de force de la planche à billets pour qu'il continue à vivre. Moi, je suis pas dans le... vous savez, n'essayez pas de me faire passer pour le mec, le personnage de Tintin, vous savez, avec son truc, bing bing. C'est justement ce que je voulais vous entendre dire, c'est que vous pensiez à l'après. Oui, bien sûr, bah, évidemment. C'est très important l'après. C'est après que ça va être la reconstruction. Et c'est après qu'il va falloir de faire très attention. N'oubliez pas ce qu'a fait Poutine. Il a mis toutes les mafias... pour tous ceux qui ne se remettaient pas au niveau de la nation, il les a décapités. Hein, Poutine est vraiment un sauveur, entre guillemets, de la Russie. Hein. C'est important de voir ça. De la même façon, c'est un De Gaulle à sa façon. Vous n'avez pas interrogé sur Poutine, quel est votre avis sur le personnage? Je trouve que le personnage... Vous savez, c'est pas évident de gérer
un pays. Hein. D'abord, alors aujourd'hui, les Américains, il y a toute une campagne de désinformation qui dure depuis maintenant 10 ans, 15 ans contre lui. C'est vrai qu'en termes de liberté de la presse, c'est pas, mais on peut pas demander plus à un agent du KGB, quoi. Mentalement, il est pas formé pour ça. On va dire ça comme ça. Mais on va dire que je préfère encore, je préfère encore quelqu'un comme Poutine qu'un système comme Obama avec des George Soros, hein, qui viennent qui viennent distiller leur poison, comme il le fait en ce moment. Hein, Monsieur Soros a dit il y a 2 jours, l'Europe n'a pas le choix, soit elle paye 36 milliards chaque année et accueille 500 millions de migrants, ou l'Europe va mourir. Donc oui, moi j'ai beaucoup plus d'espoir que ce vieil odieux personnage milliardaire. Ben voilà, vous avez donné votre message d'espoir et c'est ce que je voulais. Ah bah écoutez, c'est gentil, alors je suis content de savoir. Vous me faisiez l'avocat du diable, justement. Bah oui, vous êtes beaucoup. Le principe de Lucifer est un livre qui vous a passionné. Merci beaucoup, Pierre. C'est moi qui vous remercie. Et merci à nos auditeurs. Merci à vous.